Sophia Magnoni, vous disiez que votre prise de conscience était liée au mode de consommation. Est-ce que c'est là-dedans que vous... Au final, vous me demandez de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il vaudrait mieux éviter de faire, à savoir prioriser. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Maintenant, si on essaye d'être juste pragmatique, quelle est aujourd'hui l'industrie la plus puissante du monde, le lobby le plus important du monde? C'est l'industrie pétrolière. 40% des flux financiers mondiaux, c'est quasiment impossible d'aller contre la volonté de cette industrie. Donc je dirais... Ça bloque tout autre ça bloque tout. Ça bloque les développements, ça bloque le développement de technologies alternatives, ça bloque tout. Je veux dire, c'est l'industrie la plus puissante du monde. Je pense que la voix du citoyen français, elle est plus utile en disant à son élu, à son représentant au Parlement, vous devez modifier le cadre réglementaire dans lequel la société, elle est organisée, dans lequel elle évolue, plutôt que d'agir seul dans son coin. C'est là que je veux dire. Je pense évidemment qu'on doit tous adopter des modes de vie responsables, mais je pense qu'on doit aussi agir avec les vrais moyens qu'on a entre nos mains. Et ces vrais moyens-là, c'est aller dire aux gens qui prennent les décisions quelles décisions ils doivent prendre. Il va falloir changer nos modes de consommation des ressources renouvelables, parce que le poisson, c'est pas une tomate ou la production d'un œuf. C'est une ressource sauvage. C'est comme si on allait manger de l'antilope ou du lion ou quelque chose comme ça. Donc il faut bien comprendre ça. C'est que c'est ce que nous donne la nature. Donc il va falloir qu'on contraigne notre consommation locale et globale à ce que peut produire, et si l'on veut gérer les ressources, ce que peut produire les mers. Alors bien sûr, elles peuvent produire des tas de choses. Et vous savez, par exemple, au Pérou, la plus grande pêcherie du monde, on produit 10 millions de tonnes d'anchois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces anchois? Alors on pourrait les consommer, ça pourrait aller à la consommation humaine. Non, on ne le fait pas. On transforme ces anchois en farine de poisson. Cette farine de poisson, donc, vous en avez besoin de 4 kilos pour produire un autre kilo en aquaculture. Donc ça part soit à nourrir des saumons, mais surtout des carpes chinoises, ce qu'on sait moins, qui sont normalement herbivores. Donc voilà, donc il va falloir aussi repenser ce qu'on consomme. Est-ce qu'on veut manger du saumon ou est-ce qu'on ne doit pas, dans le futur, moi je pense qu'on parle beaucoup de sécurité alimentaire et puis du milieu marin. Eh bien, 10 millions de tonnes, vous savez, c'est énorme. Vous n'allez pas trouver ça en agriculture aussi facilement que ça. Donc, repensons aussi ces schémas de consommation. Bien sûr, il faut arrêter de consommer des espèces qui sont menacées. Il y a plein d'espèces de requins qu'on sert dans les cantines, que vous achetez, qui sont mis sous des noms folkloriques, mais il faut arrêter de consommer ces espèces menacées. Ce problème de sécurité, comment est-ce qu'on peut, sincèrement, est-ce que le risque zéro existe ou existera bientôt, un jour, en matière de nucléaire? Je veux dire, le Japon, c'est pas l'Ukraine et c'est pas Tchernobyl. Japon, c'est un pays comme le nôtre. Non, attendez. Attendez. Je finis ma question? Oui, allez-y. Bon. Oh oui, c'est très bien. D'accord. Non, mais le Japon, ça nous touche. Pourquoi? Parce que c'est très proche de ce que nous. On peut aussi imaginer que nous aussi, on a des centrales qui sont construites au bord de l'eau. Certes, on n'a pas des tsunamis de la violence de celui de Fukushima, enfin qui fait suite au tremblement de terre, mais quand même, on a des centrales à Blaye ou autres qui ont eu un peu chaud ces dernières années, au moment des tempêtes, au moment des grosses marées. Qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce qu'on peut rendre vraiment sûr cette énergie nucléaire? Alors, la réponse à votre question est oui, dans 60 ans. Ça veut dire que les centrales actuelles en France... elles sont toutes susceptibles d'avoir le même genre d'accident qu'à Fukushima. Philippe Curie veut... Oui. Alors, répondez. La probabilité, vous savez, je vous ai dit qu'à Fessenheim, qui est en zone sismique, la probabilité qu'il y ait un séisme, il faut demander aux géologues, je ne l'ai pas sous la main. Si on est en zone sismique, les tremblements de terre, ça se déclenche, on ne sait pas quand. Alors, voilà. Quant aux accidents, mais regardez, Palwell, les fuites, c'est scandaleux, la conduite de tout ce qui se passe. Il peut y avoir des accidents majeurs à peu près n'importe quand. Alors la probabilité, regardez, moi ce qui m'étonne à Tchernobyl, c'est qu'il y a eu un accident, mais depuis 25 ans, il n'y en a pas eu un seul autre dans l'ex-Union soviétique parce qu'ils ont fait appel à des experts français du CEA, très compétents, et allemands, qui sont très compétents aussi, pour vérifier toutes leurs installations nucléaires. Donc les Russes, finalement, ils ont été pas si bêtes que ça. Il faut dire que ça tombait au bon moment, le glasnost, etc. Alors, Philippe Curie veut répondre.
Je pense que Fukushima, c'est traumatisant parce que ça remet en cause notre croyance illimitée que la technologie va résoudre absolument tous nos problèmes. Alors, bien sûr, vous avez tous vu Jurassic Park, vous voyez que des fois, ça tourne mal. Je voudrais juste vous raconter une anecdote pour relier le nucléaire au thon rouge. Vous savez, le Japon est le principal acheteur mondial de tous les thons rouges mondiaux. Parce qu'un thon rouge, un seul peut valoir 250 000 euros. Donc, il y a une grande... Donc, toutes ces espèces qui vivent plus de 5 ans, ça a été démontré par les économistes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il vaut mieux prendre les thons et les mettre dans une banque, soit sous forme d'argent, soit, comme l'ont fait les Japonais, à moins 80 degrés. Moins 80 degrés, vous avez une ressource que vous pouvez sortir dans 50 ans et manger sous forme de sushi. C'est comme s'il avait été sorti de l'eau il y a 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, bien sûr, une coupure d'électricité. Et vous savez que les Japonais ont stocké pendant des années, alors on ne sait pas, ça c'est un nombre très secret, des quantités absolument incroyables, et on pense même que des fois les quantités stockées étaient proches de ce qu'il y a même dans la mer à l'heure actuelle, de thon rouge. Et bien qu'est-ce qui s'est passé avec Fukushima? Les centrales qui ont produit l'électricité sont tombées en panne, et on s'est dit tout d'un coup, pourquoi le thon rouge augmente comme ça? Et bien c'est parce que tous ces stocks-là, une partie de ces stocks, je ne peux pas vous dire combien, mais ont été détruits et ont été perdus. Alors voilà, vous voyez cette croyance invraisemblable dans la technologie, comme quoi on va tout maîtriser, et bien des fois ça tourne un petit peu comme dans les films d'horreur. Alors, c'est clair que suite à Fukushima, la réflexion a commencé à revenir autour du type d'énergie qui peut nous amener, notamment dans un pays comme le nôtre, où le nucléaire a une part si importante, les 3/4 en gros. Quel type d'énergie peut nous permettre de vivre à peu près avec le niveau de vie qui est le nôtre. Et vient la question évidemment juste après de savoir est-ce qu'on peut sortir de cette énergie nucléaire, comment on peut la remplacer, qu'est-ce qui est raisonnable d'imaginer. Les Allemands ont dit 2022. Il y a eu toute une espèce une communication, un discours qui n'est pas de l'information, qui est de la communication, qui a été mis en place par les industries, mais aussi par le gouvernement, et c'est très triste, sur le fait que on ne peut pas faire sans. Alors, on ne peut pas faire sans, il n'y a rien d'autre qui existe. C'est quand même pas la technologie la plus simple à inventer, mais on voudrait nous faire croire qu'on a réussi à faire quelque chose de très très compliqué, mais qu'on peut pas faire quelque chose de très simple, qui est quoi? Utiliser le potentiel infini de toutes les énergies de flux qui nous entourent. Pourquoi est-ce que ça, on ne peut pas l'utiliser? Alors, on ne sait pas utiliser le soleil, on ne sait pas utiliser le vent. Pourquoi on n'y arrive pas? On ne sait pas utiliser l'énergie de la mer. Tout ça, c'est de la communication. Donc, je dirais même, me demander, est-ce que c'est possible? C'est me prendre pour une imbécile. Non, évidemment, c'est possible. Je veux dire, on fait pas... Alors, à quelle rapidité? Mais l'énergie, c'est un choix politique. Si demain, le gouvernement décide qu'il veut sortir du nucléaire et qu'il met l'argent sur la table pour sortir du nucléaire, qu'il fait les investissements nécessaires, qu'il arrête d'investir 60% de son budget recherche et développement dans le nucléaire et qu'il l'investit dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, évidemment que c'est possible. Quelle vitesse de déploiement? Mais demandez-leur. Alors, l'Allemagne, ils ont fait ça en... 30 ans. Il y a le scénario Négawatt qui est sorti l'année dernière qui dit en 21 ans, on peut le faire. Il y en a d'autres qui disent en 5 ans, en 10 ans. Voilà, on peut le faire. C'est ça la vraie réalité. La France consomme 1,5 fois plus d'électricité que nos voisins allemands. Il y a deux façons de remplacer ces 58 réacteurs. La première, c'est l'efficacité. On a le système électrique le plus inefficace globalement du monde, je pense qu'on peut le dire, parce que le nucléaire, c'est 30% de rendement, c'est rien du tout. On a un système électrique inefficace. Donc la première façon, c'est baisser, je dirais pas nos besoins, mais baisser notre façon de consommer de l'électricité. Typiquement, le chauffage électrique. Qu'est-ce qu'on peut gagner là-dedans? On peut gagner 25, 30, 50% de consommation en isolant mieux, Pas que. Vous regardez le chauffage électrique, tout notre parc électrique français, notre parc de production, il est dimensionné sur quoi? Il est dimensionné sur un chiffre qui est potentiellement, une fois sur 10, à 19h, on consommera ça. Et donc, on dimensionne... Et alors ça fait ça, voilà, et c'est là-haut. Et alors, on dimensionne tout notre parc électrique là-dessus. Ce chiffre-là, il n'existe pas en Allemagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de chauffage électrique. C'est le chauffage électrique qui fait ça tous les gens chez eux, à 19h, le 15 décembre, ils rentrent, hop, ils allument le chauffage électrique. C'est d'une inefficacité
incroyable. Et nous, on a développé ça dans tous les logements neufs. Aujourd'hui, 70% des logements neufs, ils sont équipés avec un mode de chauffage qui est à l'électricité, alors qu'on sait très bien que c'est inefficace. Donc la première chose à faire, c'est efficacité. Pourquoi tout le monde dit on va faire de l'efficacité? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a lu le bilan prévisionnel de RTE. Le bilan prévisionnel de RTE, il prévoit que sur les 30 prochaines années, on ne fasse plus d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du nucléaire et faire de l'efficacité. EDF, ils ont développé tout leur business model sur vente de l'électricité. Ils ne gagnent de l'argent qu'en vendant de l'électricité. Alors évidemment, si moi demain je suis EDF, vous me demandez, faut faire de l'efficacité. Attendez, si je fais de l'efficacité, je gagne moins d'argent. Je ne vais pas faire de l'efficacité, ça n'a pas d'intérêt. Donc faire de l'efficacité et après des sources alternatives. Et on a quand même le deuxième potentiel éolien d'Europe. Donc c'est pas le potentiel le problème. Donc je m'appelle Ludovic Alain, je suis chercheur. Et je voulais demander si, au niveau du nucléaire, au-delà de ses travers, il n'était pas possible d'améliorer le fonctionnement ou peut-être de faire, d'éviter des accidents comme il y a pu y avoir au Japon avec une coopération internationale. C'est vrai qu'on peut beaucoup améliorer la sécurité des réacteurs nucléaires. Et la coopération, c'était la question. Pardon? Et la coopération, c'était la question. Par la coopération, en l'occurrence, les Français sont allés non, mais soutenir... la coopération, en l'occurrence, elle était franco-allemande, mais elle reste, même si les Allemands sortent, l'aspect technologique. Ce qui m'ennuie maintenant, c'est ce qui s'est passé à Fukushima, ce qui me fait peur. Au final, au Japon, c'est pas le manque de coopération qui pose problème, c'est l'argent. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on n'a pas évacué les 70 000 personnes en plus qui sont touchées par une certaine dose et qu'on a remonté la dose au lieu de les évacuer? Mais parce que ça coûte trop cher de les évacuer. Il y avait pas, je peux vous assurer que l'évacuation au Japon, elle a été 10 000 fois plus efficace que si ça avait dû avoir lieu en France. Vous avez imaginé évacuer Marseille?